Une fois montées, ces pièces détachées vont donner forme à un bus de marque Mercedes capable d'assurer le transport en commun. Il fallait attendre 3 décennies pour voir la République démocratique du Congo ouvrir de nouveau une usine d'assemblage de véhicules sur son territoire. Pour inaugurer cette nouvelle unité de production, c'est l'artisan de la bonne gouvernance et de l'assainissement continu du milieu des affaires, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui effectue le déplacement de la 2e rue Limité. Décidément, c'est une révolution de l'industrie automobile congolaise qui débute ce jour. Suprême Automobile est en réalité un des fruits de l'activation du nouveau modèle économique congolais basé sur la transformation locale de richesse. Ce concessionnaire et distributeur de la marque Mercedes-Benz a comme mission première le renouvellement du charroi automobile du transport en commun. Après la coupure du ruban symbolique, le président de la République a, au cours d'une visite guidée, reçu toutes les informations sur le fonctionnement de la chaîne de montage des engins roulants, des bus qui avoisinent les 230 chevaux avec une garantie de 12 mois. Suprême Automobile a ouvert son marché à toutes les commandes, locales, nationales comme étrangères, mais la société Transco en tirera des grands avantages car les entretiens et réparations de ces bus seront effectués sur place et sans frais durant la période d'essai. Félix Antoine Tshisekedi a convié toute sa suite à un tour dans un des bus Transco montés dans cette usine, question d'expérimenter son confort. Il n'était donc pas impossible de voir en circulation un véhicule avec la mention fabriqué en RDC. Il suffisait juste d'une volonté politique. La volonté est faite. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, accompagné des commissaires de cette institution d'appui à la démocratie, a déposé ce vendredi 9 juin le rapport annuel 2022 à la Chambre haute du Parlement via le président Modeste Batilou-Kouibou. Cet exercice qui s'effectue conformément aux dispositions de la loi organique portant création et fonctionnement de la CNDH est une occasion pour elle de présenter à l'ensemble des institutions de la République la situation générale des droits humains dans le pays, mais aussi relever ces différentes activités au cours de l'année. Divers points sont évoqués dans ce rapport ponctué des recommandations aux institutions de la République, chacune en ce qui les concerne. Des points évoqués, ces documents a noté des violations des droits humains, la situation d'insécurité causée par les Rwandais dans l'est du pays et le contexte politique dominé par la préparation des élections. Paul Sapou a également saisi cette occasion pour solliciter du Sénat l'amélioration du budget pour le bon fonctionnement de cette institution d'appui à la démocratie. Ce sont des plaintes, ce sont des violations des droits de l'homme, ce sont des recommandations par rapport à ces situations de droits de l'homme qui couvrent tous les champs, si vous voulez, dans le domaine des droits de l'homme, catégorie par catégorie, même qui touche aux générations des droits de l'homme. La question, c'est également par rapport à la situation d'insécurité que connaît le pays, du fait que le Rwanda continue à attaquer la RDC à travers certains groupes soutenus par ce pays généralement cité. C'est aussi la situation qui prévaut dans les contextes politiques qui est dominé par la préparation et l'organisation des élections. Notons que ce même rapport a également été déposé à la Chambre basse du Parlement conformément aux dispositions de la loi organique de la Commission nationale des droits de l'homme. Le kit de garde est rangé pour prendre les honneurs et pour vous accueillir.
Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondemambou, a assisté le vendredi 9 juin 2023 à l'audience publique en matière de flagrance de la Cour d'appel de Kinshasa Matete. En cause, le ministère public contre le prévenu Mupanda Mandoukou Grégoire. Ce dernier étant un magistrat à la Cour d'appel des Congo central à Matadi, poursuivi en infraction flagrante de corruption pour avoir accordé moyennant cautionnement la liberté provisoire en appel à un violeur déjà condamné au premier degré à 10 ans de servitude pénale principale par les tribunaux de grande instance de Bouma pour viol sur mineur. Si les deux magistrats prévenus ont été présentés à la Cour d'appel de Kinshasa Matete alors qu'ils sont de la Cour d'appel de Matadi, c'est en conformité à la loi qui veut qu'ils soient transférés devant la juridiction la plus proche de leur essor. À la requête de la défense sollicitant la remise pour n'avoir pas accédé au chef d'accusation, le ministère public lui a rappelé, ainsi qu'à la Cour, quelques notions en matière de flagrance. Mais ce que je voulais rappeler à l'intention de votre Cour, ainsi qu'à l'intention de la défense, en matière de flagrance, même la simple lettre du parquet suffit. Je dis bien, la simple lettre du parquet suffit. Et la Cour, et le ministère public, et la défense prennent connaissance du dossier à l'État. Les droits de la défense étant constitutionnellement sacrés, la Cour a suspendu l'audience en la renvoyant au lundi 12 juin 2023 en vue de permettre à la partie défenderesse de s'imprégner de tous les éléments d'accusation. Présent à cette audience, le coordonnateur de l'Agence de prévention et lutte contre la corruption, Thierry Mboula-Moko, a salué cette action menée par la justice qui rime avec la vision du chef de l'État, celle de faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Pour la première fois depuis l'existence de l'agence, nous assistons aujourd'hui à un procès qui implique 2 magistrats impliqués dans les actes de corruption. C'est un procès en flagrance. Nous ne pouvons que saluer cette action de la justice. Parce que nous entendons souvent les loups ne se mangent pas entre eux. Mais aujourd'hui, nous avons la preuve comme quoi la corruption, même au sein de la justice, est combattue. Pour le procureur près la Cour d'appel de Kinshasa Matete, cet exercice est un bon exemple pour décourager tous les autres magistrats qui s'hasarderaient sur la même voie. Il faut donc comprendre que nous nous sommes totalement inscrits dans le schéma de la lutte contre la corruption. Et nous commençons déjà par nous-mêmes, donc en interne, et ça devrait éveiller et réveiller plusieurs personnes qui devraient dorénavant savoir que nous sommes plus regardants en la matière. C'est sur une note de satisfaction que le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondemambou, a quitté les lieux après avoir constaté que la justice congolaise subit déjà une cure de jouvence pour sa régénérescence telle qu'il a promis à son arrivée à la tête du parquet général près la Cour de cassation. Évoquer les rapports qui doivent exister entre la Cour des comptes et les gouvernements a été l'objectif de la rencontre qui a eu lieu le jeudi dernier entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et les présidents de cette institution judiciaire, Jimmy Munganga Ngwaka. Une rencontre qui a eu lieu tard dans la soirée à la primature. La Cour des comptes a reçu de la Constitution un mandat général et permanent de contrôle des finances et des biens de l'État. Et lorsqu'on parle de contrôle, on voit d'abord le contrôle du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui est censé exécuter le budget. Donc principalement, la Cour contrôle le gouvernement et secondairement les organismes auxiliaires. Et depuis juin 2022, le chef de l'État avait décidé de réhabiliter la Cour des comptes en nommant notamment les animateurs et les autres magistrats aux différents grades prévus par la loi organique. Et lorsque nous arrivons à la tête de la Cour des comptes, nous avions pris l'engagement de démarrer les choses, de faire fonctionner la Cour des comptes comme le législateur l'a voulu. Et c'est pour cette raison-là que
nous avons décidé de rencontrer aujourd'hui le Premier ministre pour échanger autour des rapports qui doivent exister, n'est-ce pas, entre la Cour et le gouvernement. En homme d'État, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a promis de donner les instructions nécessaires pour que désormais les membres du gouvernement fournissent à la Cour les données devant lui permettre de mieux faire son travail, tel les textes le prévoient. Le Premier ministre a été réceptif parce que ce rapport-là, c'est autour de ce que nous appelons nous, les transmissions. La Cour des comptes, contrairement à d'autres structures de contrôle, ne va pas vers les données, ne va pas chercher les données. Les données sont censées parvenir à la Cour des comptes par des mécanismes de transmission prévus par la loi organique. Et le gouvernement a cette obligation-là légale de transmettre les données à la Cour des comptes. Et c'est ces données-là qui permettent à la Cour des comptes de diligenter ses contrôles. Et le Premier ministre a promis, n'est-ce pas, de, donner les instructions nécessaires pour que désormais les choses marchent comme les textes le prévoient. Il s'est de souligner que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde tient fermement à cette harmonieuse collaboration entre les institutions et les services publics pour la bonne marche de la République, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La session de rattrapage de l'identification biométrique a été lancée en Mbuji-Mayi le jeudi 8 juin 2023 par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, en présence du gouverneur et des députés nationaux élus du Kasaï oriental. Je voudrais, au nom du Premier ministre, vous remettre votre carte. Soucieux de résoudre tout dysfonctionnement en rapport avec les cas des fonctionnaires non identifiés à la première vague, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a procédé par une séance pédagogique pour élaguer tout malentendu afin qu'aucun fonctionnaire en droit d'être identifié ne puisse injustement être écarté du fichier. Nous devons être une administration exemplaire, c'est ce que veut le président de la République. Une administration normale qui fonctionne selon les règles, avec des cadres organiques bien connus. Séance tenante, les orientations ont été données et des solutions trouvées pour rendre fluide cette opération. Nous avons mis en place un mécanisme pour que la plupart de ces raisons soient vidées. J'ai demandé à ce que le service de l'identification au niveau de la DBDR soit souple et j'ai moi-même indiqué quelles sont les mesures de souplesse qui doivent être observées pour que nous puissions identifier le plus d'agents possible. Et nous avons donné aussi un chronogramme qui commence au niveau des territoires très rapidement, des jours, avant de rechuter ici à Mbuji-Mayi où ils vont passer 15 jours. Vulgarisant sur la branche des risques professionnels et actions sociales et sanitaires, le directeur général de la SENSAP a été invité à prendre parole pour les détails de cette innovation. Heureux d'assister à l'effectivité de la session de rattrapage, les fonctionnaires ont témoigné leur gratitude. Ils sont venus nous sauver. C'était difficile qu'on puisse faire des recours, des papiers, ça traîne. Et voilà que lui-même a décidé pour venir résoudre ces cas chez nous ici au Kasaï oriental. Nous sommes très contents parce que le VPN a montré qu'il écoute beaucoup plus qu'il entend et il agit plus qu'il fait. Cette session de rattrapage va se poursuivre dans d'autres provinces pour rendre justice à tous les fonctionnaires en droit d'être identifiés. Il n'y aura plus de grèves à répétition dans le secteur de la santé publique en République démocratique du Congo. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention a lancé ce samedi 10 juin 2023 à Kinshasa les travaux de la commission interministérielle chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime des risques de médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de santé des services publics de l'État. Ces travaux qui réunissent les bancs syndicales et les gouvernements et l'opérationnalisation de la commission internationale pour assurer les suivis des résolutions des Bibois 2.
Ces assises ont pour objectif, entre autres, mettre fin aux tensions sociales dans le secteur de la santé. Nous, on avait menacé d'aller en grève et aujourd'hui, le gouvernement a répondu favorablement. Tout on a organisé ce cadre. Et nous allons croire que les choses vont évoluer très bien, raison pour laquelle nous demandons aux agents et cadres du secteur santé d'être apaisés, de croire aux résultats qui sortiront de ces assises. Nous sommes rassurés que nous allons produire les résultats attendus par le travailleur. Pour les représentants du gouvernement, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, a rassuré ce partenaire de la volonté du gouvernement Sama Lukonde d'améliorer les social des travailleurs congolais à travers le dialogue permanent avec le banc syndical. D'abord, rendre hommage au président de la République, chef de l'État, qui nous a donné ce mandat de parler au nom du gouvernement. Nous avons recensé toutes les revendications du banc syndical et nous les avons inscrites dans notre plan d'action opérationnel pour 2023. Il faut que ces revendications se réalisent avec le concours de nous tous. Cependant, vous et nous savions très bien que le secteur de la santé est un secteur clé de la vision de changement prônée par le président de la République. Le secteur de la santé est un secteur clé de la vision de changement prônée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment à travers l'ambitieux programme de la couverture santé universelle. Ici est de noter que parmi les revendications des professionnels de santé, on peut citer le non-respect des engagements, le retrait de la loi Mafuta au Parlement qui, d'après eux, viole la liberté syndicale. Outiller les professionnels de santé sur la préparation des 21 recettes locales améliorées de l'alimentation des compléments et l'utilisation des multimicronutriments en poudre destinés aux enfants de 6 à 23 mois en vue de lutter contre la malnutrition chronique dont la prévalence tourne jusqu'à ces jours en République démocratique du Congo autour des 42%. C'est l'objectif de cette activité de vulgarisation organisée le vendredi 9 juin 2023 par le Programme national de nutrition Pronanut appuyé par l'UNICEF dans les 5 aires de la zone de santé de Lancélé. On a remarqué que la prévalence de la malnutrition depuis une dizaine d'années, ça ne change pas. La malnutrition chronique, la prévalence tourne toujours autour de 42%. Or, c'est la malnutrition qui a des conséquences irréversibles sur les quotients intellectuels des enfants. Nous disons que c'est un type de malnutrition qui est difficile à guérir à un certain âge. Donc, c'est pourquoi nous procédons à vulgariser ces recettes à base des aliments locaux pour essayer de réduire ou de combattre ce type de malnutrition. Nous attendons auprès de tous ces bénéficiaires ou ces prestataires qui sont ici d'aller répercuter ces briefings, c'est-à-dire aller vulgariser au niveau des communautés l'utilisation de ces recettes qui vont aider nos communautés à aider nos enfants à bien croître ou à être préservés contre la malnutrition. Ces 21 recettes sont la combinaison des aliments locaux répartis en 4 principaux groupes d'alimentation, à savoir les aliments d'origine animale, les légumineuses, les céréales, ainsi que les fruits qu'on peut facilement retrouver dans le panier de la ménagère, a souligné le docteur Annie Mitelezi. On avait essayé d'énumérer à peu près 122 recettes. Et maintenant, parmi les 122 recettes, on a pris 21 qui avaient quand même les valeurs nutritives plus ou moins bonnes, que nous avons essayé d'améliorer, d'ajouter les éléments qui manquaient pour que ça devienne équilibré, que ça donne un aliment de complément adéquat. Les 21 recettes, on a fait ça selon les zones linguistiques. Donc les zones où on parle Kikongo, les zones où on parle Lingala, Swahili et Lingala. Et donc c'est ça qui a constitué les 21 recettes. Mais les 21 recettes doivent être utilisées pour toute la RDC, mais en fonction de la disponibilité des ingrédients. Si cet ingrédient existe dans ces milliers-là, c'est comme ça la communauté va essayer d'énumérer les ingrédients qui existent et ils vont essayer de voir les différentes recettes, ils vont sélectionner
5, 6 recettes qui peuvent essayer de promouvoir. Au-delà de ce briefing, les démonstrations culinaires sont aussi prévues dans les différentes structures de santé et communautaires pour montrer comment préparer ces différentes recettes. Les enfants vivant avec la malformation anorectale en République démocratique du Congo ne sont dorénavant plus oubliés. Ils sont généralement rejetés dans la communauté et vivent à l'écart des autres alors qu'il est possible de les réintégrer dans la société. Cette situation dramatique a retenu l'attention du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi, sous son haut patronage, les comités directeurs de l'hôpital militaire Camp Colonel Tchachi, en partenariat avec l'association franco-congolaise des chirurgies pédiatriques venue de la France, a organisé une campagne de prise en charge d'enfants atteints de malformations anorectales. Pour cette première phase, 6 enfants pourront bénéficier gratuitement de cette intervention. Étant délicate, cette opération a une durée de 4 à 5 heures. On a vu en consultation dimanche en arrivant 7 malades. On va pouvoir, on l'espère, en opérer 6. On en a déjà opéré 3 et on va en opérer un 4e dans quelques minutes. L'association franco-congolaise a un double volet. D'abord, opérer les enfants. Mais ça, ce n'est pas tellement notre objectif parce que notre but principal, c'est la formation. La formation des futurs formateurs congolais. Je voudrais d'abord profiter de cette opportunité qui m'échoit pour vraiment me présenter mes remerciements les plus profonds à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans la grande vision du chef de l'État d'assurer la couverture de santé universelle, il était important pour nous de trouver des voies et moyens d'amener de la qualité dans le système médical congolais. Le chef de l'État, dans son sens d'humanité que tout le monde connaît, a été très sensible à cette mission et surtout à la souffrance de nos enfants qui naissent avec ces malformations. Mais grâce à l'action du président de la République, ils vont retrouver une vie sociale. Et ça, on ne sait pas comment dire merci. Content du résultat, les parents des enfants opérés ont loué les efforts du chef de l'État au travers de ces projets qui permettra la réintégration de leurs enfants dans la vie sociale. Oui, en tout cas, je suis très ému. Je suis très ému pour cette campagne parce que avoir le problème qu'a cet enfant, à moi seul, en tout cas, je ne peux pas vraiment faire face à cela. Je suis vraiment très fier pour l'initiative que le président de la République a prise pour que ces enfants qui sont en train de souffrir de ces problèmes puissent être pris en charge par lui. Cette initiative entre dans le cadre de la couverture santé universelle, une des priorités prônée par Félix Tshisekedi dans le but de donner à tous les Congolais l'accès aux services de santé de qualité dont ils ont besoin. Ce samedi 10 juin, le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabea-Machabidi, était sur terrain avec en motif visiter 2 sites où sont effectués de travaux importants liés au développement de la province du Kasaï oriental. En premier lieu, il a visité le travaux de la lutte anti-érosive, en cours sur Mlamba-Ampoi, dans la commune de la Kanchi. Sur ces chantiers, le gouverneur de province était guidé par le directeur provincial de l'Office de Varie et Drainage, Trésor Kachala, ingénieur en bâtiment et construction. Patrick Mathias Kabea-Machabidi a reçu les explications de la société CGCD qui exécute ces travaux importants. Ensuite, s'en est suivi la visite de travaux de construction et modernisation de l'aéroport de Bipemba, dans la commune de même nom. Guidé par le commandant de la régie de voies aériennes, Romain Chinyama, le gouverneur de province a parcouru différents chantiers sur ces mêmes sites. Oui, en tout cas, l'évolution ne s'est pas faite normalement. Il y a eu beaucoup de retard. Mais j'étais venu plus pour l'aspect d'intégration entre les différents projets de voirie et de grands travaux dans la ville de Mbujimai.
particulièrement en ce qui concerne la gestion des eaux, qui nous pose beaucoup de problèmes, surtout dans la commune de Bipemba. En fait, il y aura une réunion la semaine prochaine entre le ministre provincial des ITP et les différentes entreprises. Il y a également certains matériels qui sont déjà sur la ville. Je leur ai demandé d'accélérer, mais surtout de trouver un compromis pour que les différents projets puissent fonctionner ou avancer de manière harmonieuse. C'est-à-dire que, par exemple, l'aéroport produit beaucoup d'eau, mais il y a de l'autre côté un projet il y a des projets avec l'OVD pour la voirie urbaine. Ils doivent travailler ensemble pour éviter que nous n'ayons pas encore de problèmes d'érosion à travers la ville de Mbuji-Mayi. Il faut noter que le gouverneur s'était fait accompagner du ministre provincial de ZITEPER, de membres de son cabinet et quelques officiels de la province. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbango Machita Marcel, s'est rendu à Niamounyuni, état-major secteur opérationnel Sokola 2 Nord-Sud Kivu, où il a été reçu par les épouses militaires après les honneurs à l'entrée du camp ce 9 juin 2023 à 12h locales. Il faut noter que le commandant zone s'est fait accompagner du commandant 33e région militaire et les membres de l'état-major secteur opérationnel qui tous ont participé à la réunion de commandement qu'il a présidée peu avant l'exposé du commandant secteur opérationnel Sokola 2 Nord-Sud Kivu. Après l'exposé, le commandant zone a visité le magasin d'armement du secteur opérationnel Sokola 2 Nord-Sud Kivu, la parcelle de l'aumônerie avant de regagner l'état-major de la 33e région militaire. D'une réunion à une autre, le commandant 3e zone de défense a une fois de plus assisté à l'exposé du commandant 33e région militaire et les commandants de grandes unités de la garnison de Bukavu. Retenez que plusieurs difficultés ont été soulevées et l'autorité a promis de saisir la haute hiérarchie militaire pour des solutions appropriées. Un incendie s'est déclaré dans la nuit du jeudi au vendredi 9 juin 2023 au marché de Lupin dans la commune d'Engalema. Parti d'un dépôt de la place, le feu se propageait aux étalages des ventes. D'après quelques témoins présents sur le lieu, l'incendie a été causé par un court-circuit des câbles électriques. C'est avec beaucoup de regrets qu'ils se sont exprimés. Depuis ce qui pendant 22 heures jusqu'à Tongo, Naebiso, Boutunio Sotolembi, Baga même Ingaï, Nazike Lambapo, Tobuki ba maison, Tobi Misabiloko, Bakolo ba maison, Baoi, Tobi Misabiloko, Bakomo Kote, Bakomo Zone Sabiloko na Kati. Pendant Biloko Misusu Tobimisi la police et Zango. Mais degré incendie et salami à courant oyo na mona ngote. Ezalaki ndaku ya mwasi o mama malata courant e bandi soki ine ba mibali ba forcer ba kadena ba kokite na zo bano biloko esiki ebele ba madesu biloko ebele ba ballon biloko ebele mama moete tozo sala boye courant ezo yakaka makasi moya ko lobesati na oloba na yo elelo esalia ya makasi mama. On a kosunga biso to moni ndenge ya kosala ya te bana bazana 6e minerval cher moto moyen na 0R40 côté ya bato bateka machine côté ba vivre fait je peux moyibe ngero yiba aya yiba we courant ezalaki ba semence ya courant etamboli likolo ya tol etamboli likolo ya tol wana bapo ya moto kwa ndenge ezalaka epanzani mbamoko na kati ya nini ya bonje ya ba dépôt. Signalons qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Cependant, seuls les dégâts importants matériels ont été constatés. L'état de martyr poursuit peu à peu sa transformation fulgurante.
Un lot important d'éléments constituant les tableaux d'affichage appelés communément marquoirs a été livré ce samedi 10 juin par l'entreprise qui exécute ces travaux. L'équipement a été réceptionné par les directeurs du cabinet du ministre des Sports et Loisirs, Jonas Ngala Mouloumé, qui, à son tour, a remis ses outils à l'administrateur général du stade de Martyrs. Nous sommes heureux de recevoir ce marquoir ainsi que les accessoires au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo, François-Claude Kabulo-Mona Kabulo. Comme vous le savez, il lutte contre l'impréparation et l'improvisation pour de recevoir ce type de marquoir. Et le stade de Martyrs va revêtir sa plus belle robe pour la fierté de toute une nation et des sports congolais en particulier. Des matériels neufs, dernière génération, standards internationaux, avec accessoires, système de câblage et une vidéoprocesseur capable d'assumer l'alimentation des 4 écrans géants de 150 mètres carrés, a indiqué le maître d'ouvrage. Ce nouvel écran répond-il aux standards FIFA? Bien sûr, bien sûr. C'est une question qui revient souvent, bien sûr. Et je crois qu'on a déjà reçu de spécialistes de la francophonie et d'autres qui sont venus voir nos matériels. Nos équipements sont certifiés CE. C'est des matériels qui sont fabriqués pour l'Europe. Et moi-même, j'en ai aux États-Unis, sur Times Square. On a voulu retrouver la qualité sur la dimension. Celui-là, il est de 100. Celui qu'on met, il est de 120 mètres carrés. Il n'est pas de 158 mètres carrés. Il est de 120 mètres carrés. Ouais. Mais il est amplement suffisant pour faire mieux que celui-ci. L'installation de ces écrans géants se fera après le démontage de l'ancien, une opération qui prendra au total 20 jours, a soutenu Steve Condé, maître d'ouvrage.